que la jeunesse actuelle aujourd'hui, ils ne pensent qu'à sodomiser leurs femmes, ils ne pensent qu'à la jeunesse, hein, ils ne pensent qu'à ça. La fellation, sodomie, vous n'avez qu'à écouter sur Énergie le soir, 188-20, vous écoutez, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, de 20h à minuit, il n'y a que ça. Ouais. Alors naturellement, quand la femme écoute derrière ça, la jeune écoute derrière le poste ce genre de situation, elle est plus ou moins dégoûtée. Hein. Oui, c'est compréhensible. Par contre, les jeunes filles, elles, une cigarette? Moi, ça va, j'ai arrêté. Ça vous ennuie pas que je fume, hein? Non, pas du tout. Vous êtes chez vous, en fait. Les jeunes filles, c'est ça, malheureusement. Et elles ne parlent même pas de préservatif. Bonjour Mathias, tu vas publier incessamment sous peu Janine à l'association. Alors Janine, on a découvert dans les pages de la nouvelle formule de Lapin depuis, ça fait quoi, 2 ans maintenant à peu près. Tu as publié un certain nombre de chapitres, à peu près la moitié de ce qui va être publié dans le livre, c'est ça? À peu près, ouais, il y a en gros les 2 tiers, on va dire, qui a été publié. Alors pour resituer dans le contexte, les gens qui n'auraient pas lu les numéros précédents de Lapin, Janine, c'est l'histoire d'une prostituée que tu as rencontrée et qui te raconte donc sa vie. Alors la première chose que je me suis demandé en découvrant tes histoires dans Lapin, je me suis dit comment est-ce que tu es venu, comment s'est fait cette rencontre? Parce qu'on voit, tu te mets en scène et on voit que tu habites quelques pâtés de maison à côté de chez elle. Est-ce que c'est une rencontre liée au hasard? Est-ce que tu avais envie de faire un travail sur la prostitution? C'est une rencontre vraiment liée au hasard. Moi, j'avais aucun rapport avec la prostitution à l'origine. Mais Janine est vraiment était ma voisine donc à Strasbourg. Elle habitait 2 maisons à côté. Et quand j'entrais chez moi le soir, je voyais cette dame qui était prostituée dans sa voiture, qui attendait le client. Une voiture rouge, vitre teintée, phare légèrement allumé. Et donc voilà, elle faisait partie du décor de ma rue. Mais jamais je serais allé lui parler comme ça, en lui disant bonjour, qu'est-ce que vous avez à me raconter? Par contre, un soir, je rentre chez moi, fin de soirée, il était minuit, 1h, et puis j'allume la télé. Je tombe sur un reportage de France 3 qui parle de prostitution à Strasbourg. Et là, je reconnais la dame qui habite à côté de chez moi. C'est que je la vois chez elle. Elle est sans perruque, elle est elle-même, quoi. Et bah déjà, je suis touché de la voir un peu plus humanisée, on va dire. Et là, je sais pas, je me dis que j'ai envie d'en savoir plus sur cette dame. Jamais je suis allé lui parler de ça. Alors, beaucoup de temps après, j'ai fait le pas, genre 3-4 mois plus tard. Je suis allé la voir et je lui ai dit j'ai vu un reportage sur vous à la télé. Tu allais la voir dans sa voiture? Voilà, je suis allé la voir dans sa voiture. Et puis après, on s'est présenté. Moi, j'ai dit que j'étais étudiant à l'époque aux Arts Déco de Strasbourg. Et tu avais déjà cette idée en tête de faire un travail autour d'elle, ou c'était plus par curiosité Je me disais que avec des rencontres, on peut nourrir une histoire. Mais je pensais pas du tout que j'allais en faire un livre, quoi. Et en fait, dès le départ, c'est une femme qui a toujours voulu raconter sa vie à plein de gens. Et donc ça s'est fait très très rapidement. Dès le début, elle commençait à me raconter toutes ces petites anecdotes, ces petites histoires. Et là, tu t'es dit assez vite, faisons-en une histoire, tu lui en as parlé Ouais, voilà, en fait, j'ai assez vite dit que j'avais envie d'en savoir plus, voilà, si elle voulait bien me proposer de passer chez elle pour continuer la discussion. Voilà, donc moi je prenais des petites notes au début, et puis j'ai trouvé que son histoire était complètement incroyable. Et
mais je savais pas encore ce que j'allais en faire. Ça a pris à peu près 4-5 mois avec des informations à décider vraiment ce que ça allait devenir. Et donc voilà, j'ai pris un certain recul par rapport à tout ça. Et c'était pas juste l'histoire d'une prostituée, c'était plutôt... Ah, on est très très loin de moi, Christiane F, 13 ans. Ouais, voilà, ouais. C'est pas du tout dans le déballage. C'est plutôt un portrait de femme que j'ai voulu faire. Et cette femme a été prostituée, donc c'est sûr que c'est pas un livre sur la prostitution. Et en même temps... C'est ça que le présenteront les médias, mais en tout cas... Oui, après, il faut bien commencer par annoncer la couleur. Ouais, voilà, annoncer la couleur. Je peux pas le cacher, en tout cas, j'avais l'intention, du moins dans le livre, de pas dire tout de suite, enfin on l'apprend assez vite, mais de pas trop... comment dire, de pas dévoiler, de raconter le reste de sa vie avant. Ouais, voilà, de la présenter sous une... D'abord petite fille en Algérie par exemple. Voilà. C'est pas du tout chronologique ce que tu racontes. Enfin, on voit bien que tu retranscris des discussions que tu as eues avec Janine, donc au fur et à mesure, ça passe, ça va en avant, ça revient en arrière. Et en fait, dès le début, de toute façon, tu te mets en scène avec elle, donc on voit ce qu'elle est aujourd'hui, donc il n'y a pas de surprise, on dévoile tout de suite les... Et en même temps, tu fais des allers-retours dans son passé, enfin elle fait des allers-retours un peu en permanence. Oui, c'est ça, et puis elle m'a beaucoup raconté de choses qui n'ont rien à voir avec la prostitution, donc toutes ces activités différentes. La natation, beaucoup, depuis elle m'a beaucoup raconté ça, ou une anecdote en Algérie, parce qu'elle est née en Algérie. Donc il y avait la guerre, elle a dû partir en 62 avec ses parents après la guerre, et donc là il y a des passages très touchants, et en même temps ce qui m'intéresse, ce que j'ai découvert, c'est qu'elle avait une façon de raconter sa vie de manière à l'embellir un peu, à créer une image d'elle qui est autre que celle de la prostituée. Donc moi finalement j'ai juste recueilli ce témoignage. Est-ce que tu t'es dit en démarrant cette histoire, c'est ce que j'ai envie de raconter en bande dessinée? Est-ce que ça fait partie des choses, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle, je pense que beaucoup de gens vont le faire avec La guerre d'Alan d'Emmanuel Guibert, ou avec dans une autre mesure des boulots qu'a pu faire Étienne de Vaudot par exemple. Est-ce que tu t'es dit à un moment, c'est ça que j'ai envie de faire comme bande dessinée, ou est-ce que ça s'est fait un peu par hasard? Ouais, je me disais que ce genre de travail d'un auteur qui va qui va à la rencontre de quelqu'un, ça avait déjà été fait, donc déjà je partais pas dans l'inconnu, j'avais déjà lu des histoires comme ça, et c'est vrai que La guerre d'Alan, j'y ai pensé à un moment, je me suis dit que je pouvais le faire, quoi. C'était pas interdit de faire ça, de se lancer. Mais... Donc, sinon, tu sors des Arts Déco à Strasbourg. Ouais, je suis sorti. Tu es sorti il y a longtemps, oui, enfin tu sors. On commence à se dire que c'est l'histoire en scène et qu'il faut tourner la page, même si ça a joué beaucoup pour nous. Là, je dis pour nous parce qu'on est une petite bande de potes à être sortis des Arts Déco en 2007. Il y en a encore qui ont suivi et qui nous rejoignent, on va dire. Ouais. Alors c'est amusant parce que donc j'ai un peu le sentiment que toutes ces nouvelles générations, enfin chaque année il y a une nouvelle génération qui sort des Arts Déco de Strasbourg évidemment, hein, donc mais je dirais que dans l'ensemble on est quand même dans une famille, enfin pour ceux qui font de la bande dessinée, parce qu'il y en a qui font de l'illustration, qui s'essayent pas plus que ça à la bande dessinée, pour ceux qui font de la bande dessinée, on est souvent dans des récits oniriques, fantastiques entre guillemets, enfin, on est rarement dans le réel, à quelques exceptions près, et toi tu fais partie de ces exceptions-là. Qu'est-ce qui vous amène à ça?
Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce qu'il y a une raison à ça? En tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est que, enfin, ce que je me suis dit, moi, c'est qu'avec la bande dessinée, on peut tout raconter, on n'est pas obligé de faire une simple fiction où les idées naîtraient juste dans notre appartement avec nos bouquins, et puis on pense à une petite histoire, une petite fiction. On peut aussi raconter des choses qui ont un trait au réel et observer le monde, et puis aussi sortir de chez soi, quoi. Moi, c'est comme ça. Enfin, moi, ça me motivait beaucoup, en fait, de me dire je vais tenter le coup de sortir de chez moi et de me confronter à quelque chose. Je me jette un peu dans l'inconnu, c'était assez excitant. C'est quelque chose que tu as envie de creuser un petit peu, tout comme on a pu voir Emmanuel Guibert qui a réalisé Le Photographe ensuite, qui est un peu le même type de démarche, qu'une rencontre une rencontre humaine qui donne lieu à un livre, ou quelqu'un comme Davodo qui creuse un peu la fibre de la fiction sociale. Est-ce que tu as envie de continuer un peu sur cette lancée, ou tu t'interdis pas de... Je ne me l'impose pas, en tout cas. Je peux continuer à rester libre de choisir les histoires que j'ai envie de raconter, de prendre des risques, voilà, de tenter des choses. Je pense que c'est enrichissant à chaque fois. C'est ce que je me disais avec Janine au début, avant tout début de l'histoire de ma rencontre. Je savais pas si ça allait en donner un livre, mais je savais que ça allait m'apprendre des choses au cas où, même si ça marchait pas. Et en fait, tu as fait d'autres rencontres suffisamment marquantes qui pourraient donner lieu à un livre, pour l'instant non, mais il y a aussi les thématiques que j'ai explorées à travers l'histoire de Janine m'intéressent aussi. Pas la prostitution, au contraire, c'est plutôt à travers son personnage, ce portrait, c'est cette femme qui raconte cette vie héroïque, comme c'est ce que moi j'ai ressenti. Elle essayait de créer une image d'elle, qu'on garde une image d'elle qui n'est pas celle qu'elle a. Comment dire? On est confronté effectivement à une personne qui il y a eu beaucoup de ruptures et de changements dans sa vie, et elle revenait un petit peu occasionnellement donc à la prostitution parce qu'elle en avait besoin, parce que c'était comme ça, qu'elle avait fait ce choix-là assez tôt et qu'elle y revenait régulièrement. Mais oui, on a l'impression que sur des coups de tête, t'es capable de changer sa vie. Il y a tout un travail sur les ruptures existentielles, sur les chemins de traverse que peuvent emprunter les... Et puis, ouais, ce qui est intéressant, c'est cette façon qu'elle a de raconter son histoire. Moi, c'est surtout ça qui m'intéressait. Et elle se met en scène et en même temps elle se donne pas forcément le beau rôle non plus. On imagine des choses un peu. Il y a des choses un peu. Alors c'était peut-être le fait que ça paraisse en feuilleton où tu revenais un petit peu sur des. Tu rappelais au lecteur ce qu'il avait pu se passer avant, mais on l'imagine très bien, elle, se répéter un petit peu, redire un peu les choses. Et en même temps, il y a des choses. Quand elle dit en 1968, elle se retrouve à un moment en prison, donc elle voit pas du tout 68. On pourrait s'attendre à ce qu'elle ait à fabuler un petit peu, debout sur les barricades. Non, en fait en 68, il se passe rien parce que elle est pas dans le coup, et ça la rend. Ça crédibilise le reste des choses incroyables qu'elle peut raconter, et ça rend vraiment son récit touchant. Et après, ça donne envie aussi quand elle parle des articles de presse sur lorsqu'elle faisait la compétition natation en Algérie, ça donne envie d'aller fouiller dans les archives pour essayer de retracer un peu la vie du personnage. Je me suis beaucoup pris la tête comme ça, en coulisses du coup, à vouloir vérifier un peu ce qu'elle me disait. Mais voilà, de temps en temps, je retombais sur les faits. En tout cas, quand elle me parle de la guerre d'Algérie, j'arrive à retrouver tous les faits. Mais jamais on voit le nom de Janine parce que c'est trop vaste. Mais elle l'a vécu. Et
Et puis je me dis que c'est pas ça qui importe. Ça qui est important. C'est le récit qui importe. Voilà, moi j'ai pas eu un travail d'historien ou de sociologue à essayer de retracer faire la biographie d'une dame qui aurait vécu des choses, qui aurait eu un rôle vraiment dans la prostitution ou même dans d'autres événements. C'est plus un regard sur cette femme qui parle de sa vie, et c'est tout. Museau. Oui. Tu viens de publier À mort par jour aux éditions des Arènes. Oui. C'est un peu la honte absolue pour le libraire ce soir parce qu'on a passé tous les exemplaires en stock. Tu as signé tous les exemplaires présents à la librairie, on n'a plus rien, les gens arrivent, sont désespérés, ils vont repartir les mains vides, ils trouvent autre chose, hein, c'est pas grave. Donc tu as enterré... Comment ça, ils trouvent autre chose? D'autres livres de Museau, il en reste, regarde, il reste 3 livres de Museau parus chez Autrement, Les histoires sans parole, Les histoires de nuages. Donc Un mort par jour, tu as enterré 365 personnes l'année dernière. Tu as fait un dessin par jour d'une personne morte le jour où tu faisais le dessin. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ta démarche? Ma démarche, écoute, c'était une idée que j'avais depuis très très longtemps. Je me souviens, j'en parlais régulièrement, tiens, je vais faire un mort par jour. Et puis, en fait, s'il fallait pour faire pour le projet Marche, il fallait commencer le 1er janvier. Et puis, comme tu le sais bien, le 1er janvier, on n'est toujours pas très frais, quoi. Et donc j'ai souvent raté le rendez-vous avec ce projet. Et puis cette année, bon, je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, on y va. Et voilà, quoi. Disons que c'est rigolo, quoi, de faire une... Et donc tu consultais les rubriques nécrologiques des journaux tous les jours. Comment tu faisais pour retrouver ton mort de la journée? J'écoutais la radio et puis je consultais Internet. Il y a même des sites très pratiques qui sont des sites qui répertorient les morts célèbres. Ah oui. C'est ça, grâce à Internet, c'est très bien. Ouais. Et puis je choisissais le mort le plus... Forcément, s'il y avait un mort célèbre, je le prenais. Après, s'il y avait des morts un peu rigolos ou un peu des morts... je me renseignais un peu sur ce qu'avait fait... C'est quoi un mort rigolo, Museau? C'est quoi un mort rigolo? Un mort rigolo, par exemple, c'est un rugbyman... un rugbyman qui meurt un rugbyman japonais qui meurt dans une gare, je sais pas où. Il y a des rugbymen japonais qui meurent dans des gares. Oui, ou alors c'est quelqu'un qui veut battre le record du monde de sauna et qui reste le plus longtemps possible dans une cabine de sauna et qui meurt parce qu'il est resté trop longtemps, quoi. Voilà. Il y a des gens comme ça ou un enfant qui meurt dans un accident de mini-moto. Enfin, voilà, il y a plein de choses marrantes, quoi. Et puis bon, autrement on se débrouille, on lit la biographie et puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut en sortir, quoi. Voilà. Faut bien mourir de quelque chose. Oui, Madame Michu. Comme vous le dites bien. Oui. Je sais pas, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est tous ces gens qui meurent tous les jours. C'est un truc, un mouvement un mouvement perpétuel Et puis sans fond. De gens qui meurent. C'est assez fascinant, quoi. Évidemment, on pense aussi que nous aussi, ça sera notre tour, bien sûr. Et là, tu as enterré beaucoup de gens dont tu appréciais personnellement, dont tu appréciais le travail. Non. Pas tant. Non.
Tu as privilégié les morts? Non, il y a je me suis penché vraiment à l'occasion. Je recommande les pages sur Georges Haldas, qui est un poète que j'ai découvert à cette occasion-là, que j'ai regardé beaucoup de vidéos. Vraiment un type formidable, quoi. C'était bien pour ça aussi, ce projet-là, c'était que ça m'a permis de... C'est très instructif pour moi et ça le sera aussi pour les lecteurs. Oui, mais c'est vrai qu'en tant que libraire, on se rend compte que quand les écrivains meurent, c'est à ce moment-là qu'on commence à vendre leurs livres et que tout le monde s'intéresse à leur travail. Oui. Enfin, moi, toi, tu as fait des découvertes J'ai fait beaucoup de découvertes, oui. Oui, c'était... Georges Haldas, ça m'a vraiment beaucoup marqué, quoi. Autrement, j'ai appris plein d'anecdotes. Ça me permet maintenant de briller dans les dîners en société. Je peux parler de un tel et un tel. Savez-vous comment il est mort? Savez-vous ce qu'il a fait? La date exacte de sa mort? Ça, je m'en souviens pas forcément, mais... Bien. Il y a les Chevaux de Düsseldorf qui vont jouer en concert là tout de suite. On va faire un peu d'ambiance sonore, un peu de bruit. Je te laisse finir ta dédicace. Très bien. À plus tard. À plus tard. J'arrive, un mort par jour de Museau. Oui, qui était le mort de la journée? Qui est le mort de la journée? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de Japonais qui sont les morts de la journée. Ils sont un bon millier, apparemment. Non, un mort par jour, ça s'est fait sur l'année dernière, donc sur 2010. Je sais pas, est-ce que tu as un mort qui t'inspire? Un mort aux dents? Qu'est-ce que je peux... On est censé parler de livres, de bande dessinée, je sais pas, un auteur mort. Je vois pas, ils sont tous vivants, les bons. Je sais pas, Charlie Schlingo est mort, il est pas mauvais. Oui, il est mort le jour de mon anniversaire d'ailleurs. C'est vrai? Oui, je faisais une fête à l'atelier d'ailleurs, le 16 juin 2005. Et Charlie Schlingo est mort dans la nuit du 16 au 17 juin, on ne sait pas exactement à quelle heure. La fête à l'atelier a duré jusqu'à 4h du matin le 17 juin. Donc je me dis que Charlie Schlingo est mort pendant cette fête. Et il y avait beaucoup de gens qui connaissaient, qui étaient présents ce soir-là. C'était une très belle fête. Je ne sais pas si... Je l'ai su rétroactivement. Pareil. Et j'ai failli l'inscrire dans la vitrine de la boutique Charlie Schlingo est mort. Et puis je me suis dit que ça allait pas parler à grand monde, que ça ne me concernerait que moi. Mais effectivement, Charlie Schlingo était mort. D'autres morts il y a des blancs là, ça va pas être possible, un montage. Non, tu fais pas de montage? Non. Si, je fais du montage. J'en ai pas fait la première fois, mais j'en fais depuis, quoi. Profiter partout, même dehors. Ah bah c'est vrai. Placide. T'en as profité partout, même dehors. Eh oui. Un mort par jour. Terrasse, on en profitait. Un mort par jour. Si tu devais déterrer un mort aujourd'hui. Si tu devais déterrer un dessinateur, ressusciter un dessinateur. Oh là, on va les ressusciter tant qu'à faire. Allons-y, plongeons dans Jacques Callot par exemple, ou Albrecht Dürer. Pas chercher loin. Non. Je pensais dessinateur mort récemment. Mort récemment. Quel dessinateur est mort récemment? Tibet. Non, tu veux pas ressusciter Charlie Schlingo plutôt? Ah mais récemment, tu me dis récemment. Ah oui, récemment. Charlie Schlingo. C'était la série, l'horrible série, les années 2004 et 2005. En premier lieu, il y a eu le décès de GB en 2004. Après le décès de Charlie Schlingo, après le décès du professeur Choron. La trilogie s'est effacée. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont partis d'un seul coup blanc. Aïe aïe aïe. Alors là, si on les ressuscitait, ça serait rigolo. Ouais. Ça serait plein de verre et tout ça. Placide vient de faire tomber son verre de vin rouge. Bon, on coupe. Alors, nous recevons ce soir Benoît Guillaume pour son livre Le Fantôme, qui vient d'être publié à l'association. On va laisser Jean Martin de la librairie Super Héros présenter succinctement le livre de Benoît. Ah non, mais je sais pas du tout faire ça. Ça me stresse complètement. Ça te stresse complètement, donc on va laisser Benoît parler de son livre.
Je vais essayer d'être un peu meilleur. Enfin, je sais pas, Jean-Martin n'en a pas parlé. Je reste à cette distance. Ouais, c'est vrai. Ça enregistre. Alors, le fantôme, c'est l'histoire de Mathieu qui vient de mourir, qui se fait enterrer, qui va devoir se séparer de son corps et se tirer de là, découvrir un petit peu comment se passe la vie après la mort. On va lui assigner un endroit, une place et... Alors, on l'assigne à résidence chez les vivants, en fait, dans un appartement de vivants. Exactement. Je sais pas si... Enfin, c'est un petit peu compliqué comme exercice parce qu'il faut pas en dévoiler trop. Voilà, on va pas raconter le livre, mais en gros, il est assigné à résidence chez les voisins de l'appartement dans lequel il habitait auparavant. Voilà. Il aurait presque l'impression d'arriver chez lui et il va se retrouver avec des gens avec qui il n'a pas forcément d'affinité. D'où les complications qui vont suivre. Faut pas, voilà quoi, encore une fois, faut pas en dire trop, c'est un livre assez court. C'est un peu la difficulté. De quoi on pourrait parler, du coup? On pourrait parler de ton précédent livre, par exemple, qui est un livre beaucoup plus long, donc on peut en dire plus. Carnet de voyage en Asie du Sud-Est. Ouais, justement, là, je passe un peu, pas d'un extrême à l'autre, mais bon, deux trucs radicalement différents. Il y avait le précédent, c'était... un carnet de voyage que j'essayais justement de ne pas faire trop carnet trop carnet traditionnel. Je suis parti là-bas, bon, je dessine un petit peu tout le temps comme beaucoup d'artistes, mais c'est peut-être un petit peu maladif chez moi. Résultat, quand j'étais là-bas, c'était assez... Voilà quoi, j'étais très excité. Et là-bas, toute la partie qui est plus bande dessinée, c'est une partie que tu as réalisée là-bas également ou tu l'as faite ensuite en... Non, justement, j'ai fait vraiment à mon retour. D'accord. Il y a juste les croquis qui sont réalisés sur place, toute la partie dessin et ensuite le travail plus bande dessinée, tu l'as fait à ton retour. Donc. Ouais, exactement. Je suis parti 3 fois au Cambodge, Laos et Vietnam. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une linéarité quand même dans le voyage. Il s'agit d'un seul voyage, mais en fait non. En fait, il y a des dessins qui datent du second voyage que j'ai fait. Une grosse partie date du 3e. Et ce que je raconte dans la partie bande dessinée traite du 3e voyage. Parce que j'y suis... là, je suis parti avec mon ami. Il nous est arrivé plein de trucs que j'essaye de raconter de façon intéressante. J'essaye d'en faire un récit qui se tient. Et que dire d'autre? Non, c'est sûr que quand j'étais sur place, c'était principalement un truc de croquis et puis juste de vivre le voyage, c'était bien suffisant. C'était déjà assez staccanoviste à dessiner un petit peu tous les jours. Je suis revenu, j'avais déjà ce projet avec mon éditeur Frédéric Cambourakis de faire le bouquin. On en avait parlé depuis le 2e voyage, donc depuis plusieurs années. On s'est dit à mon retour, bon voilà, on essaye de faire le livre assez vite. Bien sûr, ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. On a mis à peu près 2 ans à le finir, à le finaliser vraiment. Et à mon retour, voilà, j'ai construit la narration, j'ai travaillé par période avec pas mal d'improvisation, de choses que je gardais, de choses que je changeais. C'est peut-être c'est un procédé classique, mais disons que je tâtonne à fond dans ma narration, dans mon procédé de travail. Et puis, il y a pas mal de boulot justement de Frédéric, éditeur, qui m'a fait des critiques sur tel aspect à privilégier ou à mettre de côté. C'est vraiment un truc qu'on a fait un petit peu à deux. Sinon. Je peux t'arrêter là si tu veux. Si tu penses avoir fait le tour. Tu as des projets de livres, tu me disais, là, tu es parti en Inde et donc je t'ai demandé est-ce que tu prépares un nouveau livre sur l'Inde et tu as dit
pas tout de suite, et puis tu voulais pas trop être catalogué comme dessinateur de carnet de voyage. Ouais, aussi, c'est un petit peu le paradoxe de la situation où je suis, parce que enfin, le carnet de voyage en lui-même, c'est pas non plus un genre qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai essayé justement de faire un truc personnel, enfin, qui me parle et qui, j'espère, parle à d'autres personnes. Et voilà, quoi, je sais pas si, enfin, c'est pas moi de dire si j'ai réussi ou pas, mais en tous les cas, j'ai pas trop envie de participer à toutes les rencontres de carnet de voyage et être vraiment là-dedans. Alors, un petit peu, c'est bien. Je me fais inviter à droite à gauche, on s'intéresse à ça, c'est chouette, mais justement, je suis content maintenant, aujourd'hui, de sortir un livre de fiction qui... Parce que moi je connais tes carnets de voyage bellevillois, parisiens, enfin, on sent quand même, au niveau du traitement, au niveau du dessin, on pourrait imaginer que le carnet de voyage, ça se pratique aussi à Belleville. Bah ouais, carrément, c'est un des trucs dans lequel je suis plus à l'aise aussi, hein, le croquis en extérieur. Même à Paris, je vais à Belleville ou à Barbès ou à rue du Château d'Eau. Je me pose là, les gens me regardent un peu, qu'est-ce qu'il fout Parce que je suis pas assis à une terrasse, j'essaye d'être un petit peu au milieu d'action. Du coup, ça fait un boulot assez crevant parce que je discute avec plein de monde. Donc, il faut réussir à être concentré. Des fois, si c'est dessiner Barbès avec des vendeurs de clopes tout autour, au début ils se méfient. Par exemple, c'est pas la peine de prendre des photos là-bas. Faut pas, quoi. Ils refusent. Donc faire des dessins, ça va, mais je reste un certain temps là. Les gens regardent ce que je fais, ils s'intéressent, ça les fait marrer. Ils me demandent de dessiner leurs copains, ce genre de trucs. Et puis au bout d'un moment, ça va, quoi. Donc je peux dessiner les gens. Et puis après, il y a quelqu'un qui revient et qui fait « c'était qui, lui, quand même ?» Il y a toujours un petit peu cette tension. Mais ouais, c'est justement un des trucs qui est vraiment bien dans cet exercice. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde, justement, qui fasse ça. Souvent, dans le carnet, dans le croquis, on fait l'extérieur, quoi. Des foules, des décors, d'architecture et des paysages. Et il n'y a pas tellement cet aspect-là. Qui est un petit peu contact avec les gens. Et bon, moi j'ai traité encore de manière, enfin je sais pas, j'ai l'impression juste d'aborder un tout petit peu le sujet, mais il y a vachement plus à faire là-dessus. Ça c'est un des trucs que j'ai envie de continuer à bosser. Malheureusement maintenant j'habite plus à Paris, j'habite à Valence et ouais, je peux pas retrouver ce genre d'ambiance. C'est pas assez clairement. Exotique. C'est pas assez exotique, Valence. C'est moins exotique que la Goutte d'Or, c'est sûr. Ouais, non, ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a aussi des quartiers super bigarrés, mais non, c'est pas la même ambiance en fait. Mais après, je sais que on peut faire ça, on peut trouver ça à Marseille aussi. Il n'y a pas que Paris aussi. Je vais faire une semaine à Marseille en avril. Je vais essayer de revivre un petit peu ce genre de truc. Enfin, d'autant plus que... Ouais, non, je pense que là-bas aussi, les gens sont hyper curieux. Moi, je t'avais rencontré via les dessins que tu faisais pendant des concerts. T'as beaucoup pratiqué à une époque, tu continues Je continue encore, ouais. Et après, pareil, je suis plus à Paris et je vois un petit peu moins de concerts. Mais voilà, quoi, ça m'a quand même apporté... pas mal de rencontres avec des musiciens. En ce moment, je commence à faire beaucoup de choses, soit du graphisme pour des salles de concert, des concerts, soit des pochettes de disques avec des musiciens. Donc ouais, je continue et ça évolue en même temps. D'accord, c'est bien. On va en rester là ? Ouais. Ouais, ça te va ? Allez, à plus tard. Très bien.